Et si quelque part dans l'univers, il existait déjà un monde semblable à la Terre? Un monde où il pourrait y avoir de la vie, ou bien où l'humanité se retrouvera un jour? Mais avant de rêver à des planètes lointaines, il faut comprendre nos plus proches voisins. Saturne avec ses anneaux impossibles et ses tempêtes. Vénus, un piège brûlant, et les exoplanètes mystérieuses, vers lesquelles la lumière met des milliers d'années à voyager. Nous en savons étonnamment beaucoup, et en même temps presque rien. Dans cet épisode, les faits les plus étonnants, des missions spatiales réelles et des mystères qui restent encore sans réponse. Parmi les planètes du système solaire, il en existe une qui se distingue particulièrement parmi les corps célestes habituels. Il s'agit de Saturne, la géante gazeuse entourée d'anneaux, dont les anneaux rocheux sont visibles même depuis la Terre. Bien que la distance entre elle et le géant brumeux soit de 1,2 milliard de kilomètres, salut, abonne-toi. La planète géante étonne non seulement par ses anneaux. Malgré ses dimensions monstrueuses, sa densité est inférieure à celle de l'eau, ce qui permet aux scientifiques de utiliser une image frappante illustrant Saturne flottant dans une piscine titanesque. À l'un des pôles de l'astre fait rage un étrange ouragan en forme de polygone dont l'origine et la forme suscitent de nombreux débats. Tout cela et bien plus encore nécessitait depuis longtemps une étude plus approfondie. Par conséquent, en 1997, une expédition a été organisée dont les résultats ont ensuite permis de lever le voile sur de nombreux mystères de cette planète lointaine. La station interplanétaire automatique Cassini, avec la sonde Huygens à son bord, n'est arrivée à destination qu'en 2004. L'appareil était littéralement bourré d'équipements de recherche scientifique. Parmi d'autres équipements, Cassini était doté de plusieurs types de spectromètres, d'une caméra, d'un magnétomètre et de radars. De plus, l'engin était équipé de plusieurs types d'ordinateurs et d'un générateur thermoélectrique nucléaire, car la grande distance de la planète par rapport au Soleil ne permettait pas à la sonde d'utiliser la lumière de l'étoile comme source d'énergie. Comment s'est passé le vol de Cassini? Étape par étape. Au début, il a pris de la vitesse grâce à Vénus et il l'a fait 2 fois, en 1998 et en 1999. Ensuite, la sonde est passée près de la Terre à une vitesse de 19 km par seconde et a quitté les régions proches pour se diriger vers Jupiter et Saturne. Arrivé sur place, Cassini est devenu le premier satellite artificiel de la planète. Et la mission a duré 20 longues années, se terminant en septembre 2017. Qu'est-ce que l'appareil a vu et a réussi à transmettre pendant tout ce temps ? Étonnamment, ni en 1982, lorsque les travaux sur l'appareil ont commencé, ni lors de son lancement depuis Cap Canaveral en 1997, ni même après que Cassini soit devenu un satellite en 2004, personne ne se doutait que la mission durerait aussi longtemps. Au départ, il était prévu que la sonde reste près de Saturne jusqu'en 2008, mais la sonde a dépassé les attentes les plus optimistes. D'ailleurs, la décision de mettre fin au projet a été prise uniquement en raison d'un simple manque de carburant. Pratiquement tout ce que nous savons actuellement sur la planète, nous le devons à Cassini. L'appareil a d'abord confirmé un postulat de la théorie générale de la relativité. Les résultats consistaient en un retard du signal et un décalage de fréquence pendant la période où la sonde se trouvait de l'autre côté du Soleil. Quels autres détails intéressants la légendaire sonde interplanétaire a-t-elle examiné ? Des rayons dans les anneaux. La sonde Voyager a été la première à signaler ce phénomène. Cassini a entièrement confirmé l'information. Les rayons ressemblent à des bandes fantomatiques perpendiculaires aux couches des anneaux. Selon les lois de la mécanique céleste, des formations composées de minuscules particules de poussière devraient se désintégrer rapidement, mais les rayons existent toujours. Il est possible qu'ils soient liés au puissant champ magnétique de la planète. On a l'impression que l'apparition de ces bandes transversales est provoquée par un certain objet massif situé sur la planète. Mais il ne peut pas y avoir de montagne sur Saturne, car cet astre ne possède pas de surface solide. Par conséquent, la question reste ouverte. Tempête sur le géant. Le phénomène suivant, étudié de près, est une tempête infernale qui fait rage au pôle nord de Saturne. L'apparition d'un gigantesque hexagone régulier de 25 000 km de diamètre reste totalement inexpliquée.
La sonde a transmis sur Terre des informations sur les caractéristiques de la tempête. Il s'enfonce dans la planète sur 100 km et les vents ici soufflent à des vitesses allant jusqu'à 1500 km à l'heure. L'intérêt pour cette structure s'est intensifié après que Cassini en a transmis une image, bien qu'auparavant cet ouragan inhabituel ait également été remarqué par Voyager. Les équipements de la fin du XXe siècle n'ont pas permis de montrer les tourbillons avec une résolution suffisante. C'est pourquoi il n'a été possible de l'observer pleinement que maintenant. Il est remarquable que les parois de la tempête soient lisses. En 2013, une image encore plus nette de la structure stable qui fait rage au pôle de Saturne a été obtenue. La photo a été prise à une distance de 1,2 million de kilomètres. Les nuances de la rotation. Avant l'arrivée de Cassini en orbite autour de Saturne, la durée d'une journée sur la planète n'était connue qu'approximativement. Mais la sonde automatique a tout découvert avec précision. Nous savons maintenant qu'une journée saturnienne dure 10 heures, 45 minutes et 45 secondes. C'est 6 minutes de plus que ce que l'on pensait auparavant. Des aurores polaires épiques, des phénomènes d'une telle ampleur ont été observés pour la première fois dans le système solaire. Les aurores polaires entourent les pôles de la gigantesque planète et forment des ovales éblouissants et continus. Cassini a également découvert un fait remarquable, plus la pression du vent solaire est élevée, plus les anneaux de néon sont nets. Les éclairs saturniens, outre les aurores polaires, l'appareil a enregistré sur Saturne des décharges de foudre très puissantes. Elles ont été observées particulièrement fréquemment pendant les tempêtes. En effet, en plus de l'hexagone, l'atmosphère agitée du géant voit des ouragans se former partout. L'un d'eux, par exemple, ressemble de loin à un filet de fumée de cigarette. L'appareil a également détecté près de l'équateur de Saturne une tempête de courte durée à l'échelle planétaire, un tourbillon d'un diamètre de 5000 km, myriades d'anneaux. L'une des nombreuses missions de Cassini était d'étudier les mystérieux anneaux autour de la taille de la planète qui fascinent les scientifiques depuis l'époque de Galilée. Il a été définitivement établi que les anneaux de Saturne sont une mélange de plusieurs formations hétérogènes composées de particules de glace, de roches et de poussière. À ce jour, les photos des anneaux de Saturne fournies par Cassini sous différents angles sont les plus détaillées et les plus significatives. Voici une photo montrant la structure des anneaux prise à une distance de 1,8 million de kilomètres. On y remarque une hétérogénéité de couleurs et des différences de densité. Et sur cette image, on distingue clairement le caractère ondulatoire des anneaux de Saturne. Bien sûr, les informations présentées n'expliquent pas entièrement la nature du phénomène, mais elles éclairent l'apparence et la composition des formations annulaires. La mission s'est aussi accompagnée d'une découverte intéressante. Cassini a découvert un autre anneau situé le plus loin de la planète. L'anneau de Phébé, d'un diamètre d'environ 13 millions de kilomètres, a été découvert par la sonde en 2009. Saturne est une planète qui recèle de nombreux secrets. Mais grâce à Cassini, beaucoup d'entre eux ont été partiellement élucidés. La sonde orbitale a observé la planète le 2 janvier 2010 à l'aide d'une caméra à angle étroit depuis une distance de 2,8 millions de kilomètres. Lors de la prise de vue, la sonde avait encore près de 7 ans à vivre. La fin de la sonde interplanétaire était minutieusement prévue, même si elle aurait pu disparaître dès le début en traversant les anneaux de la planète géante. Depuis la Terre, il semble lisse, mais en réalité, si ne serait-ce qu'un fragment de la taille d'une maison avait percuté Cassini, filant à 110 km à l'heure, la mission d'une valeur de 3,4 milliards de dollars se serait terminée à l'instant même. Heureusement, la sonde était destinée à fonctionner comme satellite artificiel bien plus longtemps. Le grand final a eu lieu en 2017. Avant de sombrer à jamais dans l'atmosphère mortelle de Saturne, Cassini a traversé 22 fois l'espace entre l'anneau interne et la planète, ce qui a permis d'obtenir des images uniques. À quoi ressemblait la dernière photo de la sonde kamikaze infatigable? Qu'a vu Cassini avant de plonger dans l'abîme? Jusqu'à la perte totale du signal survenue le 15 septembre 2017 à 14h55, l'appareil a capturé ceci.
C'est ainsi que s'est terminée l'une des missions les plus importantes de l'histoire de l'astronautique. Mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière, car tout n'est pas encore fini. Avez-vous déjà remarqué cette étoile extraordinairement brillante au-dessus de l'horizon le soir? Si oui, il est tout à fait possible que vous vous soyez demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas une étoile, mais une planète. Non, vous n'avez pas mal entendu. Cet objet céleste n'est rien d'autre que la planète la plus proche de notre Terre, à savoir Vénus. Oui, celle-là même qui porte le nom de la déesse romaine de la beauté. À mon avis, les Romains ont un peu exagéré sur ce point. Il s'avère qu'on peut la voir simplement en sortant dehors. Et si vous aviez ne serait-ce qu'un petit télescope, alors en regardant Vénus avec, vous verriez... Mais vous ne verriez rien car la planète est entourée d'une couche de nuages impénétrables. D'ailleurs, pendant longtemps, on a supposé que derrière ces nuages, la vie foisonnait, tout comme sur Terre. Mais en 1970, la sonde Venera 7 s'est posée pour la première fois à la surface de la supposée beauté, et ses caméras ont alors enregistré une image tout à fait différente. La première preuve que la planète n'était pas aussi accueillante qu'on aurait pu le penser, c'est le fait que l'appareil n'a survécu à la surface que 21 minutes au maximum. Avant cela, il a transmis 33 minutes de données sur l'atmosphère vénusienne à la Terre. On peut sans exagérer qualifier Vénus de véritable succursale de l'enfer dans le système solaire. La température à sa surface peut atteindre 460 degrés Celsius. Mais cette planète ne surprend pas seulement par son accueil vraiment brûlant. Par exemple, Vénus ne possède pas de champ magnétique et elle tourne dans la direction opposée à la plupart des autres planètes. Son seul compagnon d'infortune est Uranus, qui est couché sur le côté. Mais ce n'est pas tout. Une rotation complète autour de son propre axe prend 243 jours terrestres. Alors qu'une année ne dure que 225 de ces mêmes jours terrestres, dans ces conditions, la durée totale du jour et de la nuit est de 117 jours terrestres complets. C'est sûr, il y aura assez de temps pour dormir. De plus, la planète n'est accompagnée d'aucun satellite, bien qu'on suppose qu'il y en avait un auparavant. Où donc a disparu la lune vénusienne? Nulle part. Elle est à côté. Selon les observations de nombreux astronomes, on peut conclure qu'autrefois Mercure était un satellite de Vénus. Aujourd'hui, les deux planètes sont seules et errantes. Mais les données physiques arides d'un corps céleste n'attirent généralement pas le terrien moyen. Les représentants de l'humanité adorent stimuler leur imagination et essayer de s'imaginer dans les conditions d'un monde étranger. Concernant ce dernier point, on peut l'affirmer avec certitude. Le climat vénusien nous serait sans aucun doute mortel. Quoi qu'il en soit, pour se faire une idée de la planète, il faudra tout de même se référer aux faits officiels. La taille de notre voisine brûlante est à peine inférieure à celle de la Terre, 95% du diamètre de notre planète. Et sa masse représente 81% de celle de la Terre. En conséquence, la gravité de cet astre est presque comparable à celle que nous ressentons chez nous. C'est pourquoi, si un homme devait poser le pied sur sa surface en fusion, il ne ressentirait certainement pas la légèreté martienne. D'ailleurs, si Elon Musk décidait soudainement de forer un tunnel à travers Vénus, il ne vous faudrait pas plus de 3 à 4 jours pour le traverser. La pression atmosphérique sur Vénus équivaut à celle à 900 mètres sous l'océan. Elle exerce une telle pression sur le dioxyde de carbone qu'elle le transforme en une substance étrange, un fluide supercritique. C'est cette pression naturelle monstrueuse qui a écrasé la sonde Venera 4 alors qu'elle se trouvait à 28 km au-dessus de la surface de la planète. Cela s'est produit à cause d'une erreur des concepteurs de la machine. La pression réelle sur cette planète extrême est de 93 atmosphères, ce que les concepteurs de l'appareil n'auraient même pas pu imaginer dans leur pire cauchemar. Lors de la conception et de l'équipement des sondes vénusiennes, ce paramètre est obligatoirement pris en compte. Le monde de Vénus, c'est une chaleur infernale où le plomb fond facilement. Ajoutez à cela un effet de serre étouffant, provoqué par une couche nuageuse incroyablement épaisse composée principalement de dioxyde de carbone et d'azote, ainsi que des traces d'acide sulfurique.
L'atmosphère de la planète est prise dans un ouragan global qui tourne sans relâche depuis des millions d'années. Les vitesses des vents au sommet des nuages atteignent 140 mètres par seconde, tandis qu'à la surface, le mouvement des masses d'air est pratiquement imperceptible. Sur Vénus, des orages éclatent et des pluies d'acide sulfurique tombent, mais elles ne rongent pas la croûte de l'astre, car elles s'évaporent avant de l'atteindre. Sur Terre, ce phénomène est appelé virga. De nombreuses sondes, passant à proximité ou se posant brièvement sur Vénus, nous ont permis de jeter un coup d'œil sur cet enfer. La surface de la planète est conventionnellement divisée en deux continents, la Terre d'Ishtar et la Terre d'Aphrodite. La sonde Magellan, ayant difficilement traversé les épais nuages impénétrables, a pu capturer des vues vénusiennes. Sur la photo, on distingue des lits de rivières de lave, de nombreux anciens volcans, des centaines de cratères, une multitude de chaînes de montagnes, y compris la plus grande chaîne de Vénus, les monts Maxwell, d'une hauteur d'environ 11 km. À titre de comparaison, le point le plus élevé sur Terre est le mont Everest, dont la hauteur est légèrement inférieure à 9 km. D'ailleurs, c'est l'endroit le plus froid de la planète. La température ici ne dépasse pas 381 degrés et la pression atmosphérique au sommet est 2 fois plus basse qu'en bas. N'est-ce pas une station balnéaire comparée aux enfers au pied de la montagne ? La sonde Venera 13 a offert aux terriens la première photo panoramique en couleur de la planète sur laquelle on peut voir des sols rouillés et granuleux ainsi que des fragments de roches basaltiques brun foncé. D'ailleurs, c'est beaucoup, pas plus de 500 millions d'années. La sonde a passé le plus de temps sur la planète, 2 heures et 7 minutes transmettant des images intéressantes et même des sons inattendus semblables à des roulements de tonnerre et à d'étranges claquements jusqu'à ce que le climat impitoyable de Vénus interrompe la transmission. Mais la question principale qui intéresse la communauté terrestre est la suivante: peut-on s'installer sur Vénus ? En d'autres termes, la terraformeur ? Ou bien la coloniser d'une autre manière, cette voisine indomptée ? Essayons. Revenons aux concurrents, un détail intéressant. L'atmosphère étendue de Vénus est composée de nombreuses couches dont les conditions diffèrent considérablement. Parmi celles-ci, la tropopause nous intéresse particulièrement. Selon les recherches des sondes, cette zone de 15 km se caractérise par des températures confortables allant de plus 20 à plus 37 degrés Celsius et une pression similaire à celle de la Terre. C'est précisément ici qu'il est prévu de créer une colonie volante composée d'immenses vaisseaux équipés de gigantesques ballons recouverts d'une couche protectrice de téflon et remplis d'air terrestre. Un écran naturel contre le rayonnement solaire est également présent à cet endroit. Vénus possède une couche d'ozone. Mais ce projet exotique n'est pas le seul. Il est également proposé d'installer des sortes de parasols au point de Lagrange entre le Soleil et Vénus, ce qui permettrait de réduire considérablement la température de la planète et de la rendre habitable. Pour enrichir la voisine brûlante en eau, il est prévu d'organiser un bombardement massif de sa surface avec des comètes et des astéroïdes. Cependant, il faudrait soit un très grand nombre, soit quelques-uns de grande taille. Ensuite, il est prévu d'envoyer dans l'atmosphère vénusienne, en particulier dans la zone de la tropopause, des algues spécifiques pour leur reproduction ultérieure. Dans l'ensemble, l'intérêt pour la colonisation de Vénus existe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le plan territorial, car c'est la planète la plus proche de nous. L'objet attire également par sa similarité en termes de masse, de taille et de gravité. De plus, s'il n'y avait pas cette épaisse couche de nuages, la température à la surface de la planète ne serait pas aussi insupportable. Vénus manque d'eau et subit une forte radiation à cause de l'absence de champ magnétique et de sa proximité du Soleil. Par conséquent, sa colonisation est une entreprise difficile et peu probable. Rêver et faire des plans, comme on dit, ne fait pas de mal. D'autant plus que la Terre cessera tôt ou tard d'exister. La recherche de la vie sur d'autres planètes est récemment devenue non seulement une tendance astronomique, mais carrément une véritable obsession. À un certain moment, les scientifiques ont compris qu'il y a énormément d'objets semblables à la Terre dans l'univers.
C'est pourquoi notre maison confortable a depuis longtemps perdu son exclusivité. Progressivement, des notions telles que les exoplanètes et les super-terres sont entrées dans l'usage courant. Les premières sont des corps célestes situés près des étoiles et qui tournent autour d'elles. Les secondes sont d'énormes sphères rocheuses ayant une masse pouvant atteindre 10 fois celle de la Terre, mais qui n'atteignent pas la taille des géantes gazeuses. Cela signifie-t-il que la vie pourrait potentiellement se développer sur chacun de ces objets ? Théoriquement oui, mais seulement si de nombreux éléments importants sont réunis. Actuellement, aucune planète n'est confirmée et les données ne sont pas récentes, mais c'est ainsi. Mais, en particulier parmi elles, Kepler 452b se distingue. Un monde étrange et très lointain. Le spectacle Chotoni. Dire peut-être comme ça. Nous pouvons dire pas comme ça. Dire nous pouvons, mais nous ne pouvons pas, nous pouvons dire comme ça. Que nous pouvons pas comme ça. Mais nous pouvons dire que ce n'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas affirmer que ce n'est pas le cas. L'étoile est presque le jumeau du Soleil et la planète citée se situe dans la zone habitable de son étoile. Sur cette base, les scientifiques ont commencé à faire des suppositions et à approfondir au maximum leurs recherches. Et les médias ont même appelé Kepler 452 bilatère 2. Voyons les caractéristiques physiques de l'objet recueillies par les astrophysiciens. On sait que l'exoplanète appartient à la catégorie des super-terres. Kepler 452b est 60% plus grande et 5 fois plus massive que la Terre. Elle est plus âgée que notre planète d'1,5 milliard d'années. C'est pourquoi son étoile parente quittera la séquence principale plus rapidement que le Soleil dans 3,5 milliards d'années. Si l'on traduit cette information dans un langage compréhensible, cela signifie que Kepler 452b deviendra un désert brûlé bien avant la Terre. En effet, son étoile deviendra relativement bientôt une énorme géante rouge, absorbant les planètes qui gravitent autour d'elle. Mais comme un tel scénario ne se réalisera pas de sitôt à l'échelle de la vie humaine, rien ne nous empêche de considérer Kepler 452b comme un candidat probable à l'habitabilité et même à la possibilité de la vie. Kepler b. En ce qui concerne la colonisation, le premier obstacle auquel nous pourrions être confrontés est l'énorme distance qui nous sépare de la planète. Avec les capacités techniques actuelles, il faudrait voyager si longtemps pour atteindre la constellation du Cygne que personne n'y arriverait vivant. Pour mieux comprendre, il faut préciser qu'actuellement, nos sondes mettent environ 9 ans pour atteindre Pluton. Si l'on devait atteindre Kepler 452b à la même vitesse, il faudrait partir aujourd'hui, avant même le petit déjeuner, et passer au moins 25 millions d'années en voyage. Ce délai étant impensable, il n'est donc pas question d'y envoyer des stations interplanétaires pour l'instant. Mais les astronomes continuent d'étudier la super-Terre dans la constellation du Cygne et de dresser des cartes primitives de sa surface. Qu'est-ce que nous verrions si nous atterrissions sur Kepler 452b en ce moment même ? Tout d'abord, on pense que la planète présente une forte activité volcanique et que le relief dominant est rocheux. La gravité ici est 2 fois plus forte que sur Terre, donc il n'est pas facile pour un humain de s'adapter à une charge aussi importante. Mais avec le temps, une génération naîtrait parfaitement adaptée à ce monde mystérieux. L'année sur cette planète est similaire à la nôtre et compte presque 385 jours. Si des forces actives n'ont pas tourné l'objet d'un côté vers l'astre, alors il est possible qu'il y ait des changements de saison sur cette planète. La température est un facteur important qui détermine si la planète nous convient ou non. Ainsi, à la surface de Kepler 452b, elle est d'environ 2 degrés Celsius. Et qu'en est-il de la présence de vie sur Kepler 452b ? L'objet reçoit suffisamment d'énergie pour permettre la photosynthèse, bien sûr, à condition qu'il y ait de la végétation. 2 éléments assombrissent cette perspective prometteuse. L'insolation, qui est 2 fois plus élevée que sur Terre, et l'effet de serre potentiel. S'il est présent, il y aura très probablement des conditions similaires à celles de Vénus, ce qui exclut totalement l'apparition de la vie ainsi que la présence humaine sur la planète.
Par conséquent, même une sonde ne pourra pas survivre longtemps, rester dans son atmosphère mortelle et supporter une pression aussi folle. Il reste à déterminer si c'est le cas ou non. Pour comprendre à quel point la planète ressemble à la Terre, des astrobiologistes, des planétologues, des chimistes et des astronomes ont créé un indice spécial. Ils l'appliquent aux planètes et aux lunes en tenant compte de plusieurs indicateurs déterminants. La masse et la taille de l'objet, sa densité, la distance à l'étoile et la plage de température. Par exemple, notre Lune et Mercure ont assez peu de chances de rivaliser avec la Terre, car ils n'ont pas d'atmosphère et présentent des écarts de température inimaginables. Quant à Kepler 452b, elle occupe la 6e place de cette liste. Sa présence dans la zone de boucle d'or permet de supposer que la planète possède des océans, des rivières et des lacs. En d'autres termes, il y a de l'eau là-bas, la base de la vie. Cependant, certains astrophysiciens supposent que le liquide s'évapore progressivement de la surface de Kepler 452b en raison du vieillissement de son étoile parente qui augmente en taille et en luminosité. Malheureusement, l'incroyable éloignement de l'objet ne permet pas de tirer des conclusions plus précises. Outre l'indice de similarité avec la Terre, un autre paramètre lié à l'habitabilité des corps célestes a été développé. Ce tableau inclut également des corps du système solaire, où Titan, le plus grand satellite de Saturne, occupe la première place avec un indice de 0,64. Ce titre honorifique a été attribué à cette lune en raison de la diversité des substances organiques et du soupçon de présence d'une activité microbienne. L'indice d'habitabilité planétaire pour Kepler 452b n'a pas encore été déterminé en raison d'un manque d'informations. Dans le PHI, il est indiqué que le type de surface, le relief, la quantité d'énergie stellaire reçue, ce qui est favorable pour Kepler 452b, ainsi que la présence d'une atmosphère, d'un champ magnétique et d'eau sont pris en compte. Concernant les 3 derniers paramètres, les scientifiques restent dans l'ignorance, mais des observations attentives se poursuivent et l'attention de la communauté scientifique envers la Terre 2 ne faiblit pas. On pense qu'une couche atmosphérique est présente sur cet astre, mais on ignore dans quelle mesure elle est propice à l'apparition de la vie. Dans le tableau des planètes potentiellement habitables, Kepler 452b occupe la 8e place. Mais il ne faut pas s'imaginer des baleines à ventre blanc volant dans les airs, s'accrochant avec leurs nageoires à des lianes pourpres ou des gibbons extraterrestres joyeux mangeant des champignons ressemblant à des méduses. Il est probable que tout soit beaucoup plus prosaïque. J'aimerais croire qu'il y a au moins une forme de vie bactérienne sur cette planète. Trouver ces traces serait une véritable victoire. Pendant que le monde attend des nouvelles de Kepler 452b, imaginons ensemble à quoi pourraient ressembler les conditions sur cette lointaine Terre 2. Essayez de vous projeter mentalement sur cette planète et écrivez-nous vos suppositions. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur la cloche. Nous comprendrons ainsi que la vidéo vous a plu et enverrons en priorité les infos sur les mises à jour de notre chaîne.